Alexandra Lapierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Merci. Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Je te vois reine des 4 parties du monde, un livre paru aux éditions Flammarion en mars dernier. Un très beau roman qui raconte le destin hors du commun et réel d'une femme. Cette femme, c'est Doña Isabel Barreto, qui fut la première et la seule femme amirale de la flotte espagnole. Alors tout d'abord, quelle a été la genèse de ce roman et comment vous en êtes-vous venu à vous intéresser au destin d'Isabel Barreto? Écoutez, en fait, je travaillais sur quelqu'un d'autre quand j'ai découvert en effet les mots que vous avez prononcés, c'est-à-dire première et seule femme amirale de l'armada espagnole en 1595. Alors là, tout de suite, je me suis dit, c'est bizarre, ça paraît totalement inouï et impensable. On est au Pérou, à l'époque des conquistadors, qui est une des sociétés les plus machistes que vous puissiez imaginer. Et en plus, on est dans un milieu de marins, puisque ce sont de grands navigateurs que celui qui va devenir son mari, ses deux maris. Et il est déjà une femme sur un bateau, c'est une très très mauvaise idée, mais alors en plus une femme maître et commandant de 4 galions qui va partir sur le Pacifique avec le rêve de découvrir le 5e continent qui est l'Australie. Pour tous ces mots que je vous dis, semblent tellement absolument improbable et inouï que j'ai eu envie de regarder. Et en effet, la réalité, comme c'est souvent le cas, dépassait toutes les fictions. Puisque ce personnage d'Isabel Barreto, l'héroïne de Je te vois reine des 4 parties du monde, a bien rêvé les mêmes rêves que les hommes, à un moment où les femmes n'avaient aucune existence d'aucune sorte sociale, je veux dire d'aucune existence légale, ou dans la mesure où elles appartenaient à leur père quand elles étaient jeunes filles, ou à leur mari quand elles étaient épouses, ou à leur fils ou à leur frère quand elles étaient veuves. Le cas de celle-ci qui finance une expédition m'a paru tellement extraordinaire qu'il fallait raconter son histoire. Alors justement, à 17 ans, donc elle va être mariée à Don Álvaro de Montaña, qui est un grand navigateur, et elle va épouser l'homme, mais aussi ses rêves. Et ensemble, ils vont donc monter une expédition sur leur propre denier pour aller découvrir la Terra Incognita. Dans ce projet d'envergure, quelle va être finalement leur principale motivation, ce qui va les encourager à continuer malgré les difficultés? Alors en fait, les motivations, ce sont les mêmes que celles de tous les grands explorateurs, les grands navigateurs. Et c'était cela qui était très très intéressant, c'est que c'est la même histoire en fait que Christophe Colomb, que Magellan au départ. C'est-à-dire à la fois repousser les limites des mondes connus, découvrir de nouvelles terres, de nouvelles routes maritimes, et ce pourquoi? Pour l'or évidemment et les richesses. Et donc à travers l'histoire d'Isabel Barreto et de son mari Álvaro de Montaña, c'est l'histoire des grands navigateurs qui se répètent. Dans leur cas, ça va être une grande expédition de colonisation, puisque pour trouver l'Australie, le 5e continent, ils vont partir avec des colons, et non seulement des colons, mais 400 personnes, et des animaux, et avec l'idée de s'implanter dans un nouveau monde, encore un nouveau monde. Alors, quand on découvre ce récit passionnant, cette épopée et la vie de ces aventuriers qui partent totalement dans l'inconnu à cette époque-là, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la distance entre folie et héroïsme est parfois bien mince. Et est-ce que vous pensez que la ténacité déployée par tous ces aventuriers à cette époque était nécessairement teintée d'une certaine inconscience ? Absolument. Si vous y songez, Magellan, quand il part, il ne sait pas où se trouve le détroit qu'il cherche. Il cherche un détroit, exactement comme Isabelle cherche un continent. Mais où? Ça, c'est des rumeurs, il y a des histoires que les navigateurs se transmettent les uns aux autres. Et les mots que vous avez prononcés sont un des grands thèmes du livre, à savoir à quand commence l'héroïsme ou la folie. Et c'est vrai qu'on pourrait répondre que la démarcation, c'est le succès. Mais c'est vrai que ce qui était pour moi passionnant dans l'histoire d'Isabelle, c'est qu'elle incarne un rêve. Et c'est exactement le cas des autres grands navigateurs qui deviennent les incarnations de rumeurs et de rêves qui les habitent. Et dans le cas d'Isabel Barreto, elle a été nourrie
de cette légende. Il faut peut-être rappeler qu'elle est la fille, la première génération des conquistadors du Pérou qui ont découvert un nouvel univers, qui ont certes détruit une civilisation, celle qui était la civilisation inca, mais qui sont complètement éblouis de cette légende et de l'idée que tout est possible. Alors, l'expédition va être difficile, voire très difficile, et Mandania va mourir pendant le voyage et confier sa succession à Isabelle. Qu'est-ce qui va lui permettre de s'imposer et de prendre ce pouvoir sur un bateau, dans un monde d'hommes extrêmement machiste? Écoutez, en fait, il est évident qu'elle va devenir la première et la seule femme maître et commandant de 4 galions, car elle détient son pouvoir d'un homme, de son mari, qui lui-même a été nommé par le roi d'Espagne son incarnation, l'incarnation de la personne royale sur la terre et sur la mer, et donc l'incarnation de Dieu. Et donc, quand Mandania lui dit « Je te vois reine des 4 parties du monde » sur son lit de mort et qu'il la nomme devant ses capitaines, c'est un acte extrêmement légal qu'il veut teinter de tout l'apparat et de toute la légalité possible. Et alors donc c'est une chose de la nommer à la tête de soldats, ce sont des soldats terribles, hein. C'est une autre qu'elle puisse conserver le pouvoir et continuer à mener tous ces hommes jusqu'à Manille, puisqu'ils vont traverser le Pacifique. Et quand vous regardez une carte, c'est la moitié du globe terrestre. L'expédition de Christophe Colomb dure 3 semaines au départ. Celle d'Isabelle Barreto va durer 6 mois. Donc il y a ce premier temps où il la nomme le représentant de Dieu et du roi sur la terre et sur la mer. Ça, c'est le côté légal. Le côté pratique est une autre paire de manches, puisqu'évidemment, la première chose que vont vouloir faire les autres capitaines, c'est se mutiner et prendre le pouvoir. Donc, pour répondre à votre question, c'est sa personnalité, son incroyable personnalité. Justement, qu'est-ce qui, dans cette personnalité, va lui permettre de s'imposer de cette façon? Alors, je crois que c'est une discipline de fer, qu'elle s'impose à elle-même. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller. Et si elle se promène en jupon sur ses bateaux, ce n'est pas du tout pour séduire quiconque. C'est parce qu'elle va utiliser sa féminité, et c'est ça qui la rend un personnage tout à fait particulier, c'est qu'elle va utiliser sa personnalité pour s'imposer, sa féminité pour s'imposer. Et comme vous le savez, il y a eu des femmes corsaires, mais elles étaient habillées en hommes et nul ne savait que c'était des hommes. Tandis qu'elle, elle va vouloir s'affirmer comme femme en étant le chef, le capitaine de quatre navires. Donc c'est une personnalité de fer qui aime le pouvoir, qui a rêvé cette expédition, qui a financé cette expédition, donc qui est à la racine de cette expédition et à la fin de cette expédition, puisqu'elle entend rester le chef des quatre navires. Mais au prix d'actes qui vont être absolument terribles. Ça, c'est l'histoire du livre, et d'actes qu'elle va devoir ensuite expier, qu'elle va s'imposer à elle-même d'expier. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que nul ne va la forcer à faire ce qu'elle va s'imposer pour se faire pardonner ses actions. Donc c'est un personnage libre. Le livre c'est ça qui m'a tellement plu dans ce personnage, c'est que c'est vraiment un hymne à la fois à la liberté, à l'audace, à la curiosité pour le monde de cette extrêmement grande dame qui, comme souvent les grandes dames, n'était pas toujours commode, pour dire le moins.